Alors Grégory, on a vu le e-retail, et on a vu son impact sur la grande consommation, et une des conclusions, c'était que la maturité du secteur l'emmènerait sur la distribution sélective. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un zoom sur cette distribution sélective. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Ouais. La distribution sélective, pour beaucoup, c'est un gros mot. C'est dire, oula, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait que je vende peut-être pas à tout le monde, que je passe pas par tout le monde pour vendre mes produits. En fait, c'est ça, effectivement, c'est que aujourd'hui, de la manière dont on vend ces produits, j'appelle ça, alors je vais prendre un anglicisme, mais en mode push. C'est-à-dire que je donne tout à tout le monde et j'espère en vendre un maximum. Donc je ne vais pas m'empêcher la possibilité de vendre avec un revendeur si ça me permet de récupérer ne serait-ce qu'un peu de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on a vendu pendant des années. Et une fois de plus, parce que son image de marque n'était pas tellement empiétée finalement par ce type de revente. Malheureusement, avec l'arrivée du digital, si son image de marque elle peut être fortement détériorée par des revendeurs qui font bien plus de trafic que votre site corporate de marque. Pour donner des exemples, voilà, si vous regardez un site entre un site de revendeur online, Amazon ou le site de Samsung, vous aurez en termes de trafic sans doute... Allez, si c'est pas 100 000, c'est peut-être 1 million fois plus de trafic sur Amazon que sur le site de Samsung. Donc forcément, ça veut dire que l'image de marque va passer énormément par le canot de ces revendeurs. Et donc si vous avez aujourd'hui des super produits premium qui sont servis sur un couvercle de poubelle, il ne faut pas rêver, au bout d'un moment, ça va nuire à votre image de marque. Donc la distribution sélective, c'est choisir avec qui je veux distribuer mes produits. Alors ça, c'est facile. Jusque-là, tout va bien. Et là, dans les 3/4 des temps, mes clients, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Ah ouais, mais ça, on n'a pas le droit ». Le premier frein, ça va être un frein légal de dire on n'a pas le droit de faire de distribution sélective, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Asie, on n'a pas le droit d'interdire à des distributeurs de vendre ses produits. C'est vrai, mais la distribution sélective, ce n'est pas interdire, c'est de donner des conditions particulières avec des critères, avec les gens avec qui je veux, de préférence, travailler. Donc dit autrement, on le fait même en Russie, puisqu'en Russie, par exemple, il y a des éléments terribles sur le fait de ne pas interdire à la vente. Mais si, dans vos conditions générales de vente, qui étaient, on va dire, à 80-90% indexés sur des volumes de vente, là, vous allez mettre à 80-90% indexés sur des qualitative trade terms. J'arrive pas à trouver en français. Des qualitative trade terms. Et du coup, vous allez devoir passer finalement du quantitatif au qualitatif. Et en faisant ça, vous avez le droit de faire de la distribution sélective. C'est-à-dire que la distribution sélective, vous donnez les mêmes règles à tout le monde. S'ils respectent vos règles, du coup, ils auront des meilleures conditions. S'ils ne les respectent pas, ils auront des mauvaises conditions. Et s'ils ont des mauvaises conditions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même les conditions d'achat, ça va être, ils vont acheter 2 fois plus cher vos produits, ils ne vont pas les vendre, ils ne vont pas arriver à les vendre. Donc au moins, du coup, c'est une manière de faire de la distribution sélective. Donc voilà, donc une marque premium, elle doit absolument être vigilante à la prescription de ses produits et à son image de marque. Si elle ne le fait pas, à moyen terme, elle meurt. Et donc, la seule manière de garder le contrôle de ces éléments-là, c'est de passer par une distribution sélective. Alors, peut-être qu'on peut justement développer cet avenir du e-commerce que tu as évoqué, le flagship par rapport à Amazon, où on peut se poser la question justement de savoir où va le e-commerce de demain, quelle va être sa maturité, comment il va évoluer, et puis d'ailleurs, il est probable que l'évolution soit différente selon les régions aussi. Oui, tout à fait. Alors, on va rester peut-être encore sur cette partie de distribution sélective, savoir avec qui je veux travailler, qui est un élément, on va dire, important. Ça se structure, et ça se structure, je dirais, de 2 manières. On utilise souvent l'image du give and take. C'est-à-dire que quand vous allez devoir travailler avec un retailer, ou vouloir travailler avec un retailer, vous allez donner des conditions particulières d'achat, et vous allez aussi donner des assets différents, c'est-à-dire des supports différents à certains revendeurs que vous n'allez pas donner à d'autres. Donc distribution sélective, si je reviens là-dessus, c'est que ce que je peux donner à certains acteurs, que je ne donne pas à d'autres, donc je ne donne pas à tout le monde, et que ce que j'attends d'eux en échange. Donc ça, c'est un élément. Et le prix est un élément, mais doit être un élément minoritaire. Les services dont on parlait tout à l'heure sont des éléments qui vont devenir majoritaires. Vous développez un service,
Voilà, je travaille dans le monde des disjoncteurs électriques, on en a parlé aussi, donc je suis dans le monde des disjoncteurs électriques. Si j'offre tout un outil qui me permet de savoir en fonction du nombre de prises que je vais mettre, des intensités, etc., quel est le disjoncteur qu'il faut, du coup j'offre un service derrière le produit qui peut être intéressant. Et ce service-là, je peux l'offrir à certains retailers, pas à d'autres, donc je vais avoir une distribution sélective parce que cela me sert mieux que cela, et donc je dois être capable de leur offrir des choses spécifiques. Offrir des choses spécifiques, ça veut dire de l'autre côté, capable de mesurer de manière objective que ce qu'ils font pour moi. Que ce qu'ils font pour moi, certes, ils vendent des produits pour moi, mais ce n'est pas forcément représentatif de l'impact qu'ils ont en termes de sur mon image de marque et sur ma prescription de produits. Donc je dois être capable de mesurer le travail qu'ils font sur la prescription et sur ma marque de l'autre côté de manière très objective. Parce qu'une fois de plus, on va avoir des conditions financières derrière ou des conditions d'assets associés. Donc être capable de mesurer très précisément le positionnement de ma marque et des produits chez chacun de mes retailers et en contrepartie, identifier que ce que je vais leur donner en échange. Donc ça, c'était sur une première partie sur ta question. Si maintenant je reviens sur l'avenir du e-commerce, il y a un élément qui est important, c'est que distribution sélective aussi, c'est une manière de distribuer des types de produits sur certains canaux et d'autres types de produits sur un autre canal. Je vous prends un exemple tout simple, le produit de la parapharmacie. Parapharmacie, et on peut même dans le monde animalier comme dans le monde humain, vous allez avoir potentiellement une prescription d'un médecin ou d'un professionnel de santé qui va vous dire la crème pour la peau, c'est plutôt celle-là qu'il vous faut. Elle n'a pas forcément besoin d'une ordonnance. Je peux l'acheter en ligne. Mais du coup, le médecin alors le médecin n'aura pas le droit en France, mais sur d'autres marchés, il aura le droit carrément de vous donner un premier échantillon de cette crème-là, voire de vous faire acheter la crème en premier lieu, ce qui lui permet de faire de la vente. Mais derrière, dès qu'il va falloir, la crème vous convient, vous voulez acheter des plus grosses quantités, là vous serez content de trouver le canal online. Donc la distribution sélective, ça revient aussi à dire, je privilégie certains types de produits, voire certains packaging pour certaines enseignes, certains types d'enseignes et certaines d'autres ailleurs. Donc on va parler de segmentation d'ailleurs de ces partenaires. Et dans ces segments, je vais pouvoir aussi avoir mon propre segment. Je vais pouvoir lancer beaucoup plus facilement ce qu'on appelle un flagship store, c'est-à-dire mon magasin de vente en ligne en direct, en étant capable d'expliquer de manière très claire à mes revendeurs actuels, ce magasin-là, il aura des prix compétitifs sur ces produits-là, ces produits-là, ces produits-là, parce que pour nous, c'est des produits d'appel, parce que c'est là-dessus qu'on vend du service, etc. C'est minoritaire par rapport au volume que vous faites, mais par contre, ça me permet d'exister, ça me permet de promouvoir des produits que de toute façon, vous aviez du mal à vendre. Et du coup, c'est là où on va trouver un tout cohérent, en fonction des segments, internes, externes, définir une vraie stratégie de distribution, et ensuite rentrer sur la matrice de Give and Take que je citais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des endroits ou des secteurs où la distribution sélective s'applique moins ou mieux ? Alors, clairement, là où elle s'applique le mieux, pour moi, c'est toutes les marques premium. Mais j'ai envie de dire, c'est pas qu'elle s'applique mieux, c'est qu'elle est obligatoire. Vous ne pourrez pas survivre sans distribution sélective si vous êtes une marque premium. Donc, toute marque premium, qu'elle soit dans le domaine je parlais de la parapharmacie, mais même la pharmacie maintenant est en train de venir là-dedans, que ce qui vous fait une différence entre une crème, entre guillemets, fait en mode low cost de la Chine, d'une crème qui a demandé des années de R&D avec des produits relativement coûteux, et c'est là-dessus où vous aurez des éléments qui seront stratégiques. Mais pareil pour une barre chocolatée, pareil pour un dentifrice, pareil pour des croquettes pour chiens. Donc tous ces éléments-là font que la distribution sélective sera mandatory. Là où la distribution sélective sera moins pertinente, c'est si vous êtes sur un positionnement low cost. Si vous êtes dans un positionnement de bas coût, c'est-à-dire que vous êtes à vendre du produit d'entrée de gamme, là la distribution sélective est beaucoup moins pertinente. Ok. On n'a pas vu les pays, pardon. On peut continuer. Hein. Après, est-ce qu'il y a donc des régions aussi où la distribution sélective s'applique moins ou plus difficilement ? Alors, je veux dire, pour moi, elle s'applique dans tous les pays. Par contre, elle ne va pas s'appliquer de la même manière en fonction des pays. Parce que vous avez des contraintes réglementaires, voire des histoires d'habitude aussi qui seront différentes. C'est-à-dire que dans certains pays, ne serait-ce qu'en termes réglementaires, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Aux États-Unis, vous pouvez définir un prix minimum, un prix plancher minimum, ce que vous ne pouvez pas faire ailleurs, par exemple. Donc, du coup, ça vous permet de gérer sur la partie prix. Vous serez forcément, dans votre matrice de Give and Take, vous aurez beaucoup moins d'impact sur cette partie prix. Vous allez le gérer par le prix minimum produit. Alors que
Dans certains autres pays, et je pense à la Chine, la partie sélection des produits, donc sélection en termes d'assortment, c'est-à-dire packaging comme type de produit, vous allez privilégier des canaux en fonction, des produits en fonction des canaux, et c'est cette arme-là que vous allez utiliser en priorité. En Europe, la partie asset, donc la partie, je dirais, tout ce qui va autour du produit, ça peut être des services, comme ça peut être des configurateurs, comme ça peut être des didacticiels, etc., seront des éléments qui seront très importants aussi en termes de critères de différenciation. Donc, suivant les zones géographiques, vous allez utiliser des tactiques différentes de distribution sélective, mais par contre, pour moi, elle est pertinente dans tous les pays du monde. Et tout à l'heure, on parlait de la Russie, un cas particulier peut-être ? Alors la Russie, elle a un cas particulier, c'est que légalement, vous n'avez absolument pas le droit d'interdire à un distributeur d'acheter vos produits. Donc clairement, vous serez obligé de bien définir votre fameuse matrice de give and take, c'est-à-dire que ce que j'attends de toi, et du coup dans quel segment ça peut m'être enregistré, et du coup que ce qui te permet d'avoir en termes de conditions tarifaires. Et ça, tout le monde y a accès. Donc tout le monde potentiellement, si vous avez mal construit votre matrice entre guillemets de segmentation, et du coup, vous allez avoir des gens qui vont passer à travers les mailles du filet pour avoir les meilleures conditions alors qu'ils n'y répondaient pas au départ. Donc là, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir avec qui vous voulez travailler et du coup, comment mettre les barrières à l'entrée nécessaires pour que ça réponde à votre stratégie et pas à la leur.